Bonjour, bienvenue sur brigadelog.com. Nous sommes à Meaux, au musée de la Grande Guerre. Avec Edgar, on va se faire une visite du musée pour essayer de repérer sur du matériel et des uniformes, des couleurs qui étaient utilisées à l'époque. Mais là, on est en plein vent et le musée ne se prête pas vraiment à ce genre d'enregistrement, donc on va utiliser des images et on fera le commentaire en voix off. À tout de suite. Oui, c'était vraiment trop bruyant dehors. Alors, notre objectif est d'essayer de déterminer la couleur d'origine la plus probable pour donner à la locomotive une livrée militaire. La livrée actuelle vient d'un parc d'attractions et elle a bien besoin d'être refaite. On voudrait mettre la machine en valeur. Les photos d'époque, enfin le peu qu'on a, sont évidemment en noir et blanc et il est assez difficile de les interpréter car les émulsions photographiques ne traduisaient pas fidèlement les couleurs en nuances de gris. Certaines couleurs étaient atténuées ou renforcées à l'excès. À défaut d'une teinte parfaitement connue, nous devons procéder par déduction et pensons prendre pour référence les uniformes des soldats posant pour les photos. Quelques lectures nous indiquent la couleur Feldgrau comme étant le standard des uniformes allemands. Par contre, ce gris verdâtre semble prendre des teintes différentes selon les périodes et les lots de fabrication. De plutôt vert au début du conflit, il serait passé à plutôt gris en cours de route. C'est pas de nature à nous aider. La plupart des photos utilisables pour comparer locomotive et uniforme montrent des livrées assez foncées, très proches des uniformes. Je dis bien la plupart, car on trouve en fait des variantes plutôt entièrement claires ou plutôt entièrement foncées. L'observation de près montre que les bords rivetés des caisses à eau, quand ils comportent un liseré, sont plus foncés que les tôleries et la comparaison avec les boîtes à fumée les font interpréter comme étant noirs. Reste donc le fameux Feldgrau à déterminer à partir de matériel ou d'uniforme. Une recherche en ligne nous confirme qu'il n'y a pas une teinte précise, mais tout un panel, plutôt étendu d'ailleurs. Alors, laquelle est la bonne ? Juste au passage, une expérience avec des photos modernes. Pour voir quel serait l'aspect des reconstitutions en noir et blanc, je désature la photo couleur pour obtenir des niveaux de gris. On est bien d'accord que ce n'est pas le meilleur moyen d'obtenir du noir et blanc, mais ça permet de bien visualiser certaines choses. Prenons notre loco, en haut. Une simple désaturation laisse voir les bandes rouges en clair, tandis que la retouche de peinture à côté du chiffre 1 ressort légèrement foncé. En bas, une conversion en niveau de gris par un logiciel de retouche d'image fait quasiment disparaître les bandes, tandis que la retouche devient plus claire que le fond. Étrangement, l'embiellage rouge est bien devenu clair en haut, mais relativement plus foncé que les bandes en bas. Comment s'y retrouver ? On va donc se contenter de la désaturation, même si ce n'est pas parfait. Par exemple, une livrée verte avec bande rouge. On a un gris assez moyen avec un liseré clair. Faisons un comparatif. En haut, une photo ancienne. En bas, la photo moderne, désaturée. On peut en déduire que la carrosserie ancienne était nettement plus foncée que la version moderne. Observons maintenant un tender DFB restauré dans une livrée plutôt intéressante. La désaturation donne un air plus familier et le comparatif est plutôt convaincant. Pour ce qui est de savoir si la loco doit être grise ou verte, un indice pourrait être cette illustration. C'est une photo en noir et blanc, bien sûr, qui a été colorisée par retouche manuelle. Le travail au pinceau est remarquable, sachant que c'est peint à la main et non pas à l'ordinateur. Et si on prend la peine d'agrandir un peu, on voit que le retoucheur a choisi de représenter la loco en vert. À l'époque, on ne cherchait pas à manipuler les lecteurs et ce genre de détail est plus probablement le signe que l'auteur de la retouche a assisté à la scène, si c'est le photographe lui-même, ou bien qu'il a bénéficié d'un témoignage lui permettant de choisir les couleurs. La question de cette fameuse couleur, posée au musée allemand de Nuremberg, est restée sans réponse. On essaye donc plus près, au musée de la Grande Guerre de Meaux, où nous sommes aujourd'hui. Nous avons avec nous des nuanciers pour peinture de différentes marques, pour une comparaison visuelle directe. Le nuancier RAL est celui qui s'approche le plus de notre cible.
Premier essai sur un canon de 77 mm allemand. Le résultat est RAL 6005, connu sous le nom de Vermouth, que vous pouvez voir tous les jours sur du mobilier urbain. Dans le nuancier Tollens, c'est la référence 1101-6 qui s'en approche le plus, et si on compare les deux nuanciers, c'est la même teinte, sauf que l'une est brillante et l'autre satinée. Ces types de finitions, satinées ou brillantes, sont déjà une anomalie, étant donné la discrétion demandée au matériel militaire, qui se traduit généralement par un état de surface bien mat. Tout au plus, la peinture devient satinée à force de frottement par les manipulations des utilisateurs, un effet de polissage. Ici, une carrosserie de camion, bien belle, mais peu crédible, tellement elle brille. Deuxième essai avec les uniformes. Bon, nous ne sommes pas des fans de la chose militaire et n'avons pas de compétences particulières dans le domaine. Nous ne pouvons pas juger de la représentativité des tenues présentées. Tellement bien présentées d'ailleurs qu'il est justement difficile de croire que c'est d'époque. Impossible cependant d'affirmer que ce sont des reconstitutions pour autant. Pour le coup, il est impossible d'obtenir une comparaison valable car tous les mannequins sont sous vitrine. La distance et les reflets empêchent une observation correcte. Par contre, on peut effectivement constater les deux versions, verdâtre et grisâtre des tenues. Certaines informations semblent donc se vérifier. Un troisième essai a consisté cette fois à faire analyser les couleurs par l'appareil photo d'un téléphone portable équipé d'une application de reconnaissance colorimétrique. Non, ce n'est pas un instrument scientifique et non, l'appli n'est pas encore au point. Trop sensible, elle ne donne pas un affichage stable et on ne peut pas la calibrer de manière fiable. Là encore, les conditions d'observation ne sont pas idéales. À la distance et au reflet s'ajoutent des éclairages de différentes natures et couleurs. Certains endroits sont éclairés par des tubes fluorescents repeints, d'autres avec des luminaires à LED multicolores et à changement automatique de teinte, qui rendent la lecture très difficile, même avec les nuanciers imprimés qui ne devraient pas y être aussi sensibles. La visite nous confirme donc que les uniformes peuvent être assez différents selon plusieurs paramètres et que nous devons affiner notre méthode d'observation. Nous n'avons pas les moyens pour un colorimètre performant et l'utilisation d'un tel appareil implique de pouvoir s'approcher de la pièce à étudier, que celle-ci soit parfaitement représentative, authentique et en état d'origine, pas repeinte, et que l'observation puisse se faire sous un éclairage adapté. L'éclairage des musées est généralement spécial pour justement préserver les couleurs des objets présentés. Ce n'est pas toujours compatible avec une observation colorimétrique. Un autre paramètre difficile à appréhender est celui de l'estimation de la décoloration des uniformes. En effet, les teintures en 14-18 n'étaient probablement pas aussi homogènes d'un lot à l'autre, ni aussi résistantes qu'aujourd'hui. Et encore, si on regarde ce vêtement moderne, on peut voir les effets dévastateurs de la lumière solaire sur l'endroit. L'envers nous montre une bonne tenue de la couleur au lavage. Pouvait-on en dire autant des uniformes ? À titre d'exemple, l'effet de décoloration par la lumière a été démontré lors des expérimentations d'armes nucléaires américaines. En effet, la définition des teintes au début du XXe siècle n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Même pour des exigences militaires, la maîtrise des procédés de fabrication est très empirique et repose surtout sur des compétences individuelles et ressources locales. Il y a donc des disparités d'un site de production à l'autre et même des différences entre lots de production d'une même usine. Du fait de l'absence de référentiel, de normes, les teintes sont souvent sujettes à interprétation locale et ou à des aléas de composition et d'application dus au manque de précision des dosages, de la qualité des matières premières, probablement de difficultés d'approvisionnement en temps de guerre, d'absence du personnel qualifié mobilisé, etc. Bref, le changement de teinte du vert au gris s'explique probablement par tout cela. Que ce soit pour de la teinture de fibres textiles ou de la peinture ordinaire, les artisans et industriels ne s'en sortaient pas trop mal. Comparativement, notre industrie du XXIe siècle, avec toute sa précision électronique, ne peut toujours pas garantir de produire deux lots successifs absolument identiques.
C'est pourtant bel et bien l'industrie allemande qui mettra au point le système de codification des couleurs RAL, précisément pour offrir un référentiel commun aux fournisseurs des services d'État. Ce code RAL n'apparaît qu'en 1927, il n'existe donc pas de codification formelle des teintes d'uniforme et matériel de 14-18. La mise en place du RAL a de fait imposé aux fabricants de respecter des teintes précises, du moins à la livraison, avec pour conséquence des améliorations permanentes dans les procédés de fabrication. L'emploi de nuanciers visuels introduit une incertitude liée à la vision humaine, variable d'un individu à l'autre. Cela reste cependant le système le plus facile à mettre en œuvre et le moins coûteux, enfin presque. Le système RAL n'est qu'une codification d'échantillons, charge aux fabricants d'obtenir les teintes correspondantes avec des formulations de leur choix. Il existe de nos jours d'autres systèmes de codification des couleurs, souvent liés à l'informatique. Hexadécimal, RGB, HSV, TSL, LAB pour l'affichage sur écran, ce qui s'appelle la technologie additive, où l'on ajoute la lumière de chaque couleur du mélange. Pour un système comme RAL, ou le bien plus étendu Pantone, on parle de technologie soustractive, où chaque couleur du mélange absorbe une partie spécifique du spectre lumineux et ne laisse au final que la teinte souhaitée. Il est bien difficile de passer d'un système à l'autre, car il y a très peu de sources d'équivalence fiables. Le système Pantone propose certains nuanciers qui, pour chaque échantillon, indiquent les proportions des couleurs primaires CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Ces nuanciers sont malheureusement chers, et l'investissement de plusieurs centaines d'euros est difficile à justifier quand on n'a même pas de couleur à identifier de provenance certaine sous la main. L'appli pour smartphone propose des équivalences entre RGB, hexadécimal et CMJN, mais son instabilité et son calibrage étrange ne permettent pas de l'exploiter en l'état. L'info a été transmise à l'éditeur de l'appli pour une possible amélioration, en précisant les limitations rencontrées, et qui sait si ça peut déboucher sur un outil exploitable. En attendant, on essayera de mettre la main sur un nuancier Pantone avec les formules CMJN. Notre recherche est donc loin d'être finie. Jusque-là, nous avons à peine effleuré les paramètres principaux du monde des couleurs. Notre démarche n'est pas scientifique, mais nous tenons à rechercher un minimum de crédibilité en nous appuyant sur des sources fiables et documentées. Par là, on entend des faits avérés, c'est-à-dire l'observation de matériel non repeint ou des tenues d'époque, non pas des reproductions modernes, forcément interprétées ou résultant de compromis. En effet, s'il existe beaucoup de peintures à l'usage des amateurs de militaria, aucune ne peut prétendre être la couleur d'origine. Alors soyons clairs ici, ce n'est absolument pas un reproche envers les fabricants de peinture, ni ceux qui les utilisent. Nous avons montré que les techniques de l'époque et l'absence de codification formelle pouvaient donner lieu à des variations sensibles, tout comme le vieillissement à la lumière. Par conséquent, il est plus que probable que la tolérance soit assez large dans une gamme qui reste à déterminer. En tout cas, il nous est très difficile de croire que le gris clair que l'on peut voir parfois en reconstitution ait été réellement utilisé sur le terrain. Si le monde naval en a fait et en fait toujours un usage intensif, c'est que l'environnement s'y prête. Le milieu terrestre a des exigences fort différentes pour la discrétion. Si on peut facilement confondre un bateau gris avec de l'écume, difficile de ne pas voir un train ou un canon qui prendrait autant la lumière comparé au bois et au champ. Des cibles bien trop faciles. Alors franchement, on s'est assez foutu de la gueule des soldats français avec leurs pantalons rouges pour croire une pareille faute par la suite, surtout avec les conséquences que ça peut avoir. Ça fait donc vraiment bizarre de voir dans le musée un canon allemand vert foncé face à un canon français gris clair presque blanc. C'est une incohérence qu'on ne s'explique pas. Je le répète, on n'est pas des connaisseurs en militaria, alors si vous avez des références fiables pour justifier ce gris clair, la zone de commentaires en dessous vous est ouverte. Même chose si vous avez un nuancier Pantone en trop, ou si vous pouvez nous prêter un vrai colorimètre électronique, ou plus simplement des sources dignes de ce nom. Voilà donc où nous en sommes sur le sujet. On va bien sûr continuer nos recherches à notre petit niveau d'amateur. On espère en tout cas que vous avez maintenant une petite idée des questions qu'il faut se poser dans une logique de restauration.
Oui, une restauration, on n'est pas en train de maquiller une mobilette volée, et on aimerait bien que cette locomotive soit reconnue comme représentative du point de vue historique et militaire, alors que beaucoup d'autres témoignent plutôt de la carrière civile des brigades Locke après leur capture à l'armistice. Nous n'avons même pas abordé la possibilité que la couleur soit différente selon le constructeur. Il y a en effet plusieurs usines concernées, ni que différents régiments aient leur propre livrée. Le champ d'investigation reste donc encore assez large. Si notre travail vous plaît, n'oubliez pas le pouce qui va bien, un petit mot en commentaire, même pour nous dire qu'on a oublié quelque chose. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas rater la suite, et surtout partagez nos vidéos avec vos amis qui pourraient être intéressés par notre démarche. Merci et à bientôt sur brigadeloc.com. L'impression de présenter une pub pour la lessive. C'est le petit coin de verdure et le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Brigade Locke sans phosphate. Oh la vache, elle est complètement décolorée.